Les assurances santé et les solutions de prévoyance de la Caisse d'épargne vous présentent Check-up. Medialp, 20 points de vente dans la région, de vente et location de matériel de confort médical, vous présente Check-up. Bonjour à tous, je suis ravie de vous retrouver dans un nouveau numéro de Check-up, le magazine de la santé et des technologies innovantes liées à la santé. Comme tous les mois, je suis accompagnée de Vincent Templard. Bonjour Vincent. Bonjour Marie-Caroline. Je rappelle que vous êtes président de Medicalps, le cluster des entreprises innovantes de santé dans l'arc alpin. Alors dans cette émission, nous allons parler de chevilles, celles qui gonflent, mais aussi celles qui se tordent, qui cassent, mais heureusement que l'on répare. Ce sera dans un petit moment avec un chirurgien de la cheville et du pied et un kinésithérapeute. Mais avant cela, c'est un appel à volontaires du CHU Grenoble-Alpes que nous allons à présent relayer. Dans CHU, il y a université et donc recherche. Le CHU Grenoble-Alpes a été sélectionné pour participer à des essais cliniques sur des vaccins contre la Covid-19 et lance donc un appel aux volontaires. Mathieu Rousti, bonjour. Bonjour. Vous êtes pharmacien, pharmacologue hospitalier au Chuga. Ces essais cliniques, vous les faites pour qui? Les laboratoires, l'État français? Alors ces essais cliniques, on les fait déjà pour répondre à un besoin qui est le besoin de découvrir des nouveaux vaccins et on aimerait les découvrir rapidement. Alors, pour répondre à votre question plus précisément, ces vaccins, ils sont fabriqués par des laboratoires pharmaceutiques et ensuite, il y a une délégation à des instituts publics pour réaliser les études. Donc en France, c'est un organisme qui est piloté par l'INSERM, qui s'appelle Covirevac, une plateforme plutôt nationale, qui a la responsabilité de coordonner ces différents essais vaccinaux. Quels sont les vaccins qui vont être testés? Alors, il y a plusieurs types de vaccins. Je pense que vous avez entendu ces fameux vaccins ARN, les vaccins les plus récents. Il y a des vaccins un petit peu plus traditionnels, des vaccins protéiques. On pourra revenir sur les différents types de vaccins. Allez-y, expliquez-nous. D'accord, tout de suite. Très bien. Donc, effectivement, il y a plusieurs approches. Donc, les vaccins, déjà, ils ont pour objectif de déclencher chez l'autre une réponse immunitaire. Et donc, il y a plusieurs moyens pour réaliser cela. Le moyen le plus ancien, qu'on connaît très bien, c'est d'administrer un virus qui est inactivé ou un virus dont la virulence est atténuée et donc qui ne déclenche pas la maladie. Des méthodes un petit peu plus récentes consistent à administrer des fragments de virus, des protéines par exemple, ou bien à faire exprimer à un virus humain une partie du SARS-CoV-2 par exemple. Donc on va modifier le matériel génétique d'un virus humain bien connu pour qu'il exprime une protéine du SARS-CoV-2 et pour déclencher une réponse immune. Et puis les vaccins les plus récents, donc c'est ces fameux vaccins ARN qui consistent à injecter du matériel génétique du SARS-CoV-2 dans une petite capsule lipidique pour déclencher une réponse immunitaire toujours. Donc on n'injecte pas le vaccin dans ces derniers. Le virus. Le virus, pardon. Non, on n'injecte pas le virus. Non, voilà, ça, c'est les cas dont on parle actuellement. Justement, est-ce que ces vaccins-là, Pfizer, autres, ce sont ceux que vous allez tester ? Alors, en fait, pour l'instant, ceux qu'on va tester à Grenoble, on ne les connaît pas encore précisément parce que, comme je vous ai dit tout à l'heure, il y a une coordination nationale. Et le but, justement, c'est de pouvoir répondre le plus efficacement possible à la demande. Et donc, il y a une sélection des vaccins testés au niveau national qui est faite par un comité scientifique. Et ensuite, c'est dispatché entre les différents centres. Et nous, à Grenoble, donc, on est un de ces centres-là. Donc ça, on le saura dans les tout prochains jours. Pouvez-vous peut-être rappeler comment se passe un essai clinique? Vous faites appel à des volontaires, mais quel est le principe de fonctionnement d'un essai clinique? Tout à fait. Donc si on explique ça de façon très pratique, déjà les personnes qui sont sollicitées pour participer à ces essais cliniques, ce sont des personnes qui vont s'inscrire sur cette plateforme covirevac.fr, donc qui se portent volontaires. Si ces personnes correspondent aux critères qu'on recherche pour telle ou telle étude, ils seront recontactés par notre équipe et un premier rendez-vous sera fixé avec un médecin au centre d'investigation clinique du CHU de Grenoble. Et là, le médecin va donner toutes les informations, répondre à toutes les questions et vérifier que la personne en question corresponde bien aux critères. Et si la personne consent à participer, eh bien dans ce cas, de nouveaux rendez-vous seront fixés pour injecter soit le vaccin, soit un placebo. Donc le placebo, c'est une substance inerte qui ne va pas déclencher de réponse immunitaire.
Et suite à cette injection, il y aura une période d'observation qui peut durer de 30 minutes à quelques heures pour s'assurer que tout se passe bien. Ensuite, les volontaires, on ne les lâche pas dans la nature, hein, ils vont être suivis de façon très régulière, essentiellement de façon téléphonique, et on va s'assurer qu'ils ne développent pas la maladie. Donc si jamais ils ont des symptômes qui peuvent faire penser au Covid-19, donc là, on va réaliser des tests pour vérifier si oui ou non ils développent la maladie. Et donc c'est au bout d'un suivi de plusieurs mois qu'on pourra comparer les deux groupes et déterminer l'efficacité du vaccin. Et là, ce sont des essais cliniques dits de phase 3 ou de phase 1, le savez-vous? Alors là, ce sont des essais de phase 3. Donc peut-être un petit rappel sur ces phases 1, parce que là c'est assez technique. Hein. Donc effectivement, traditionnellement, dans le développement du médicament, et c'est le cas aussi pour le vaccin, on a différentes phases de développement, différentes phases d'études. La première étape, c'est ce qu'on appelle la phase 1. Son objectif, c'est vraiment de démontrer l'innocuité du médicament, être sûr qu'on n'injecte pas quelque chose qui a trop d'effets indésirables. La deuxième étape, la phase 2, ça va être de commencer à regarder comment les sujets vont répondre sur le plan immunologique. Donc, quelle sera la production d'anticorps en réponse à différents schémas vaccinaux. Et donc, à cette étape-là, on va commencer à faire des comparaisons par rapport au placebo. Donc, si vous voulez, quand on démarre une phase 3, on sait que le vaccin, il est bien toléré et qu'il va déclencher une réponse immunitaire, donc on va avoir une production d'anticorps. La phase 3, l'objectif, ça va être de voir est-ce que cette réponse immunitaire est suffisante pour prévenir l'apparition de la maladie. La phase 3, est-ce que ça correspond aussi à l'efficacité d'un vaccin? On entend parler de vaccins efficaces à 70%, un jour à 90, puis à 95%. Oui, alors tout à fait, ça ce sont les résultats des phases 3 qui permettent de déterminer ce fameux chiffre hein, dont on entend beaucoup parler en ce moment dans les médias. Donc c'est vrai que quand on entend par exemple 90%, ça veut dire qu'on a 10 fois plus de sujets qui vont avoir la maladie dans le groupe placebo que dans le groupe vaccinal. Voilà. Donc c'est ce que ça. Je ne vais pas rentrer dans le détail de la formule, mais en fait c'est très simple. Hein, on compare les proportions de patients malades dans les deux groupes et c'est ce qui permet de déterminer l'efficacité vaccinale. Alors qui peut être volontaire pour cet essai clinique? Alors pour l'instant, comme je vous l'ai dit, comme on ne connaît pas précisément quel essai, c'est difficile de répondre à cette question. Pour autant, sur la plateforme, on recherche absolument toutes les catégories de la population, des jeunes, des moins jeunes, des patients qui pourraient avoir d'autres maladies et qui donc seraient un petit peu plus fragiles, parce qu'on a besoin d'avoir des connaissances dans toutes les catégories de la population pour pouvoir ensuite adapter au mieux la politique vaccinale. Et peut-être en particulier des personnes âgées aussi, qui sont plus sensibles? Tout à fait. Les personnes âgées sont une catégorie à risque et donc il faut impérativement avoir des données sur l'efficacité de ces vaccins chez les personnes âgées. Et dans les premières inscriptions, vous avez également des membres du corps médical de l'hôpital? Alors, je n'ai pas le détail encore de toutes les inscriptions, puisqu'on l'aura une fois le vaccin, une fois l'étude entamée. Mais d'ores et déjà, on a été sollicité par beaucoup de personnel hospitalier, qui sont également des personnes à vacciner prioritairement, puisque des personnes à risque. Et donc, beaucoup ont manifesté leur intérêt pour participer à ces études. Et on peut être volontaire si on a déjà été infecté par le Covid, ce soit lors de la précédente vague ou lors de la deuxième? Tout à fait, oui, effectivement. C'est quelque chose qui sera regardé aussi de façon très attentive. Qu'est-ce que vous allez vraiment chercher à savoir? C'est comment le vaccin répond au corps, mais expliquez-nous ça. Alors en fait, à ce stade-là, comme je l'ai très rapidement évoqué tout à l'heure, on ne va pas vraiment chercher des mécanismes fins. Les modes d'action, tout ça, ça a été fait en laboratoire ou au décours des essais de phase 1 et 2 dont on parlait précédemment. Donc ça, c'est déjà connu à l'heure où on attaque une phase 3. Donc la phase 3, c'est vraiment, il faut voir ça comme un essai à très grande échelle, dans une large population, une population assez hétérogène, on l'a dit aussi, hein, avec différentes catégories d'âge, différentes pathologies. Et donc, ce qu'on va vraiment regarder, c'est est-ce que les patients sont protégés contre la maladie et combien de temps? Et c'est pour ça qu'il y aura un suivi de plusieurs mois et que ça, c'est très important d'avoir ce suivi dans le temps. Et donc, il faut savoir que les chiffres que vous évoquiez tout à l'heure, hein, de 70 ou de 90%, c'est pour ça qu'ils peuvent aussi évoluer un petit peu en fonction du temps, puisque les données s'affinent au cours des mois. Est-ce qu'il y a des risques quand on est volontaire? Alors, quand on parle de médicaments, il y a toujours des risques. Et donc, il faut peser ces risques en fonction des bénéfices attendus, ce qu'on appelle la balance bénéfice-risque. Et ça, c'est extrêmement important parce que, comme avec tous les vaccins, il y a un risque d'effet indésirable.
Vous savez que les effets indésirables les plus fréquents en ce qui concerne les vaccins, ce sont des effets indésirables locaux, donc des rougeurs, des petites douleurs au niveau du point d'injection. Il peut y avoir des indurations, des œdèmes également. Et puis on peut avoir des manifestations générales type fièvre, douleurs musculaires, maux de tête. Après, souvent, évidemment, les patients posent la question des effets indésirables graves. Et ceux-là, ils sont beaucoup plus rares, voire même exceptionnels. Toutefois, le risque zéro n'existe pas et c'est pour ça qu'on réalise ces études dans un environnement hospitalier avec une surveillance adéquate. Et les volontaires seront indemnisés ? Alors, il y a des indemnités qui sont prévues, tout simplement parce que ça prend du temps de participer à un essai. Il y a des coûts liés au transport et donc il y a des indemnités qui sont prévues pour couvrir ces dépenses-là. Voilà, et puis, si on veut avoir plus d'informations ou s'inscrire, on peut aller sur le site www.covirevac.fr. Tout à fait. Merci beaucoup et vous allez voir qu'on va continuer à parler de la Covid-19 dans la rubrique Innovation. Se laver souvent les mains avec de l'eau chaude, du savon ou du gel hydroalcoolique, porter un masque, maintenir la distanciation sociale, des gestes que nous avons appris à faire et que nous serons sans doute encore amenés à faire pendant plusieurs mois. Mais dans les lieux qui accueillent du public, ils peuvent ne pas suffire. C'est pourquoi les entreprises se tournent vers les marchés des purificateurs d'air, comme à la Tour du Pin où s'est rendu Lilian Veillé. Une légère odeur de chlore. C'est ce qu'ont dû sentir les élèves du lycée Élie Cartan à la Tour du Pin. La salle polyvalente de l'établissement était sujette à la première expérimentation du photiozone dans un groupe scolaire. L'ozone agit par oxydation, comme le chlore, en plus d'avoir son odeur. Mais il est aussi 50 fois plus puissant et il a surtout l'avantage d'être un gaz. Ça permet de s'insinuer de partout. On va pouvoir aller traiter à l'intérieur d'une moquette, dans des tiroirs, on va pouvoir aller traiter une veste qui est restée sur le dossier d'une chaise avec une efficacité qui est scientifiquement prouvée sur les virus, les bactéries, les champignons, les germes, le vivant, tous les micro-organismes en fait. L'ozone détruirait le coronavirus à 99,99%. Chez Fotia DMT, cette idée est venue pendant le confinement, car l'entreprise propose déjà depuis 2008 des armoires de séchage à l'ozone pour éradiquer les microbes, notamment sur les équipements de pompiers. On a modifié l'utilisation de cette ozone, l'utiliser dans un volume qui peut être une salle de réunion, qui peut être, pourquoi pas, une salle de classe effectivement. Le but est de lancer l'appareil le soir après les cours et ne revenir que le lendemain matin, car ce photiozone transforme en fait par ionisation la molécule d'oxygène présente dans l'air en trioxygène qu'on appelle l'ozone. Et l'ozone redevient ensuite naturellement de l'oxygène au bout d'une heure. On va dire qu'on a un ozoneur qui produit l'ozone. Ensuite, on a un ventilateur qui vient repousser l'ozone de notre appareil avec une temporisation qui permet à l'utilisateur de sortir de la pièce et une autre temporisation qui permet au fonctionnement de la machine. Le photiozone fonctionne entre 30 minutes et 2 heures en fonction du volume à traiter et il existe donc plusieurs tailles d'appareils. Le photiozone 10, lui, permet de traiter les véhicules. On a la gamme 75 et 100 qui permettent de traiter jusqu'à 150 mètres carrés et le modèle 200 et 400 qui permet de traiter jusqu'à 500 mètres carrés ou 1000 mètres carrés ou 2000 mètres carrés en multipliant le nombre d'appareils. Avec un prix plutôt élevé pour les particuliers, l'appareil qui a traité la salle polyvalente du lycée de 160 mètres carrés coûte 1 500 €. Et Vincent, la Covid-19, c'est aussi devenu un vrai marché. C'est un vrai marché, mais parce qu'il y a de vrais besoins, des besoins qui en plus se sont faits jour en urgence. Je rappelle que lors du premier confinement au mois de mars, il y a eu des appels importants qui ont été faits à toutes les entreprises pour voir celles qui pouvaient produire des masques, celles qui pouvaient produire des respirateurs, l'ensemble des acteurs de l'écosystème, que ce soit laboratoires de recherche, le CEA et des entreprises se sont mobilisés pour pouvoir répondre en définitive à ces besoins. Et puis aujourd'hui, effectivement, on le voit bien dans nos quotidiens, ne serait-ce qu'avec les besoins en termes de tests, il y a des forts besoins dans tout domaine. Et puis demain, avec le vaccin, il y aura des besoins aussi de dispositifs d'injection. Donc des entreprises, effectivement, ont été appelées à évoluer, à faire évoluer leurs produits pour répondre en définitive à l'urgence de ces besoins pour pouvoir détecter et lutter contre la Covid. Et puis aussi, il y a un certain nombre de projets de recherche. On évoquait les tests
de vaccins, mais dans le cadre d'appels à projets européens, l'Université Grenoble-Alpes a eu 2 projets qui ont été retenus sur 15 au niveau européen, qui sont liés à la Covid, pour essayer effectivement soit de mieux détecter, tester. Là, dans un cas, c'est par les pores de la peau, je crois, avec une société de l'écosystème MedImprint, ou des certificats numériques d'attestation qui permettraient effectivement de mieux tracer demain les personnes. Merci Vincent, merci encore Mathieu Rousti. Je rappelle le site internet si on veut participer aux essais cliniques du CHU Grenoble-Alpes sur les vaccins de la Covid-19, c'est covirevac.fr et on va s'intéresser tout de suite à nos chevilles. De retour dans Check-up, le magazine de la santé et de l'innovation de Télé Grenoble. Les blessures à la cheville sont l'une des causes les plus fréquentes d'entrée aux urgences. La chirurgie et la rééducation de la cheville, on en parle dans un instant avec des spécialistes. Marcher, courir, sauter, nos chevilles sont soumises à rude épreuve et souvent elles lâchent l'entorse de la cheville et d'ailleurs le traumatisme le plus fréquent de l'appareil locomoteur. Mais cette fragile articulation peut aussi être victime d'autres pathologies et traumatismes comme la rupture du tendon d'Achille, les fractures, les problèmes de ligaments. Quand faut-il intervenir chirurgicalement? Quel est le principe d'une arthrodèse? Dans quel cas doit-on poser une prothèse de cheville? Nous allons tenter de répondre à ces questions et d'autres avec vous, docteur Yves Tourné. Bonjour. Bonjour. Et vous êtes chirurgien de la cheville et du pied au Centre ostéo-articulaire des Cèdres. Vous êtes à la tête de l'Institut du pied et de la cheville de Grenoble et vous avez été d'octobre 2018 à octobre 2020 président de l'Institut européen du pied et de la cheville. À vos côtés, Pascal Toski. Bonjour, vous êtes kinésithérapeute. Bonjour. Et puis vous avez conçu un chausson magique sur lequel on reviendra un petit peu plus tard. Alors, docteur Tourné, on peut peut-être tout d'abord rappeler que la cheville, c'est une articulation complexe qui relie rien de moins que la jambe au pied. Alors avant tout, je vais remettre mon masque, Covid oblige, voilà. Merci de m'avoir invité. Donc oui, vous me disiez, l'articulation de la cheville relie La cheville relie la jambe au pied, donc c'est vraiment un outil très précieux. Il y a des articulations, des os, des ligaments. Expliquez-nous un petit peu. C'est ça, et puis il y a surtout beaucoup de capteurs. Je pense que mon collègue d'à côté en parlera aussi. Beaucoup de capteurs qui permettent d'orienter le corps au contact avec le sol. Et donc c'est un organe d'adaptation aussi au sol, comme la main est un organe d'adaptation à l'espace. Donc c'est un organe très important, la cheville, pour réaliser tout cela. Ça nous permet de sauter et de courir. Alors, ces capteurs, quels sont-ils? Alors, c'est les capteurs qui permettent d'effectuer ce qu'on appelle la proprioception, c'est-à-dire que ça permet en temps réel d'informer le cerveau sur la position de la cheville, sur l'angulation qu'elle occupe, et puis également sur les contraintes et les forces qui sont appliquées au niveau de l'articulation. Et tout ça doit être en parfait état pour envoyer une information de qualité au cerveau, pour que le cerveau puisse mettre en place des stratégies de rééquilibrage ou de mobilisation de la posture. Parce qu'on la sollicite tout le temps, même sans s'en rendre compte parfois. Elle est indispensable puisque les chercheurs éminents l'ont indiqué comme étant le 6e sens. Ah oui, je croyais que c'était l'intestin, ça change parfois. Voilà. Quelles sont les pathologies les plus fréquentes? L'entorse, bien sûr, ou peut-être les entorses? Voilà. Sur le plan traumatique, effectivement, l'entorse de cheville, ça représente plus de 10% de l'émission dans les services d'urgence, tout pays confondu. Donc ça a un large poids financier aussi, parce que dans la prise en charge, des impacts socio-professionnels derrière, des impacts sportifs. Donc effectivement, le bien prendre en charge de cette entorse de cheville va découler un petit peu tout ce qui va se passer aussi pour ces patients et pour leur cheville. Donc la prise en charge initiale des entorses de cheville est très importante dans les services d'urgence. C'est quoi une entorse? Techniquement, qu'est-ce qui se passe? Une entorse, c'est une atteinte d'un ligament, une distension d'un ligament qui peut aller jusqu'à sa rupture. Et au niveau de la cheville, il y a 3 groupes de ligaments. Le groupe le plus atteint, c'est le ligament externe. Mais il y a aussi le ligament interne, il y a les ligaments entre le tibia et le péroné. Et aujourd'hui, il y a quand même une partie de ces entorses qui passent inaperçues parce qu'on a du mal à les diagnostiquer ou à y penser. Et on se focalise sur les entorses externes, mais il y en a d'autres. Comment fait-on justement pour diagnostiquer une entorse? Il y a une étape de diagnostic clinique, il y a une histoire, il faut écouter le patient, savoir si c'est sa première ou si c'est sa 10e entorse. Et puis après, il y a tout un examen clinique, un savoir-faire, parce que tout est sous la main au niveau de la cheville.
Puis après, il faut y penser, il faut savoir que ces entorses existent, il faut ensuite déclencher éventuellement des examens complémentaires. Dans le cas de l'urgence, qui sont de la radiographie pour ne pas passer à côté d'une fracture ou de l'échographie pour évaluer la gravité de l'entorse. Et puis ensuite, il y a le suivi du patient avec la kinésithérapie derrière, l'immobilisation d'abord si c'est une entorse grave. Et ça, aujourd'hui, on a tendance un peu à l'oublier parce que les ligaments, ils doivent avant tout, avant d'être de nouveau efficaces, il faut qu'ils cicatrisent. Et donc, en fonction de leurs atteintes, il faut qu'ils soient immobilisés pour mieux cicatriser, pour ensuite être rééduqués. Et puis après, on peut passer à l'instabilité chronique. C'est plutôt ça dont je m'occupe moi aujourd'hui. C'est l'instabilité chronique, c'est-à-dire c'est la faillite des traitements antérieurs ou l'impossibilité à ces ligaments de retrouver une bonne stabilisation pour la cheville. Et à ce moment-là, le chirurgien peut, devant cette instabilité qui est une instabilité mécanique, puisqu'il y a des lésions ligamentaires à réparer, comme on répare celle du genou, proposer une prise en charge chirurgicale. Cette instabilité, elle peut naître elle est là dès la petite enfance ou elle évolue? Alors, il y a des laxités congénitales, mais ça, c'est plutôt des maladies du collagène. Donc, effectivement, il y a des instabilités potentielles, mais à ce moment-là, qui touchent aussi bien la cheville que le poignet, les doigts ou l'épaule. Mais après, on peut avoir aussi d'authentiques entorses de cheville chez les gens jeunes, parce qu'aujourd'hui, on fait du sport de haut niveau de plus en plus tôt. Et je vois régulièrement des séquelles d'entorses de cheville chez des enfants jeunes qui ont donc une véritable instabilité. C'est quoi des entorses fréquentes? Ça peut... Ces entorses fréquentes, elles impactent bien sûr les ligaments, mais elles peuvent aussi impacter la posture, parce que la posture aussi est un élément qui est déterminant. C'est-à-dire que si vous avez le pied plutôt qui porte en porte-à-faux sur le bord externe parce que vous êtes né comme ça, vous allez plus souvent vous faire des entorses et vous allez donc moins guérir de ces entorses qu'une fois que vous les aurez faites. Donc ça, c'est une partie importante. Ça fait partie de cette évaluation qu'il faut avoir dans ce bilan pré-thérapeutique de ces instabilités chroniques. Et à quel moment doit-on opérer? On n'est pas toujours obligé d'opérer quand on a une entorse. Je pense que la problématique, elle est double. Il y a le problème de l'instabilité, de l'insécurité, de l'appréhension qu'a le patient à utiliser sa cheville qui est instable. Donc ça lui crée une baisse de sa qualité de vie en termes d'activité sportive notamment. Donc ça, c'est un argument fort. Ensuite, le deuxième argument, c'est d'avoir une réalité anatomique qui correspond à ces lésions. C'est-à-dire on n'opère pas parce que le patient dit « ma cheville ne tient pas », on l'opère parce que on va avoir des arguments ligamentaires et autres qui vont dire oui, ça ne tient pas parce que ces ligaments sont abîmés. Et puis après, il va y avoir l'impact à long terme. Qu'est-ce que c'est qu'une entorse? Qu'est-ce que c'est qu'une instabilité chronique qui s'installe? C'est le risque de voir apparaître une dégradation du cartilage, de voir apparaître des lésions sur les tendons, donc des dommages collatéraux qui vont être dus à la répétition des entorses et de l'instabilité, et qui vont donc ensuite pouvoir amener à une arthrose globale de cheville qui va détruire totalement la cheville. Et moi, je dis souvent à mes patients en raccourci, vous avez une instabilité de cheville aujourd'hui qui touche vos ligaments, et puis demain, je vais vous proposer de vous bloquer la cheville parce que vous avez une arthrose de cheville. Donc aujourd'hui, il y a peut-être la place pour réparer les ligaments plutôt que d'aboutir à une arthrodèse. La rééducation avant l'opération est importante, on le disait. Elle sert à quoi exactement? Alors, elle est très importante. Elle est primordiale même. Elle est primordiale parce qu'elle va permettre une récupération de bonne qualité. Souvent, avant l'intervention chirurgicale, on a eu des sujets qui avaient un lourd passé d'instabilité chronique de cheville. Et donc, on a des mécanismes qui sont des mécanismes d'inhibition. C'est-à-dire que le dialogue entre la cheville et le cerveau ne passe plus. Et le cerveau, de son côté, a mis en place des stratagèmes pour essayer de modifier un petit peu sa façon de se déplacer, pour essayer d'éviter l'entorse. Et tous ces éléments sont figés. Et si on ne fait pas de rééducation, on va retrouver après l'intervention un patient qui aura de très beaux ligaments, c'est-à-dire un élément de maintien passif, mais qui n'aura toujours pas les moyens neuromusculaires pour pouvoir se protéger. Donc le faire en amont, c'est déjà le préparer à une meilleure rééducation, et c'est le préparer également à une reprise des activités sportives et physiques le plus rapidement possible. Alors ça consiste en quoi? Il faut d'abord donc gommer les mauvaises habitudes qui ont été prises? Alors, il faut effectivement effacer les schémas qui sont intégrés au niveau du cerveau. On les efface d'une part en les identifiant par des bilans très spécifiques. Est-ce que la proprioception, c'est-à-dire est-ce que l'information qui part de la cheville monte bien au cerveau? Est-ce que le cerveau est capable de l'intégrer et elle est capable de commander au bon moment? J'aime bien évoquer l'histoire de l'avion qui est en train de plonger. Les capteurs extérieurs vont informer le pilote en lui disant on est en train de descendre, il faut faire quelque chose. Donc là, l'information est bien passée. C'est que la proprioception est de bonne qualité. Une fois qu'on a pris conscience qu'on est en train de plonger, il faut mettre les moteurs pour repartir. Et les moteurs dans la cheville, c'est la force musculaire. Donc le deuxième aspect, c'est après une bonne information, il faut avoir une force musculaire qui est suffisamment performante pour arrêter le mouvement d'entorse
qui a un sujet en charge sur sa cheville. C'est-à-dire qu'on ne fait pas une entorse dans son lit, on fait une entorse avec tout le poids du corps qui vient s'appuyer pendant qu'on est en train de tordre sa cheville. Donc il faut une musculature qui soit très puissante, parce qu'en plus, quand vous avez fait un bond, quand vous avez sauté, vous n'avez pas une fois le poids du corps, vous avez parfois une fois et demie, 2 fois le poids du corps. Donc il faut des petits muscles que connaît bien Yves Tourné, des petits muscles qu'on appelle les fibulaires, qui soient très performants. Et puis ensuite, la troisième chose qui est importante, c'est que quand le sujet a récupéré cette information de qualité, cette force performante, il faut pouvoir l'exploiter dans la vie de tous les jours, et on appelle le mécanisme de proactivation. C'est-à-dire que le cerveau va apprendre à contracter la musculature quelques millisecondes avant l'impact du talon au sol, verrouillant par anticipation la cheville et garantissant une stabilité, cette fois-ci qui n'est plus une stabilité passive du ligament, mais une stabilité active du complexe neuromusculaire. Et il faut à peu près combien de séances avant une opération, par exemple une ligamentoplastie? C'est ça. Voilà. Et ça, c'est en fonction des patients ou Oui, plus l'inhibition est ancrée, et plus il va falloir travailler pour la réactiver. Si vous avez des sujets qui ont une musculature plutôt de qualité, puis qui se sont entraînés auparavant, j'ai envie de vous dire, entre 5 et 10 séances, c'est amplement suffisant. En tout cas, il y a une complémentarité évidente entre le travail du chirurgien et du kinésithérapeute. Ah bien sûr, bien sûr. Là, si on est là pour aujourd'hui tous les deux, c'est parce qu'il y a justement un dialogue depuis longtemps. C'est ça, il y a un vrai parcours de soins qui est à mettre en place et qui se met en place tout doucement, avec une prise en charge bien établie au niveau de l'urgence, avec une orientation, est-ce qu'on est plutôt sur une instabilité mécanique, c'est le chirurgien qui va intervenir, est-ce qu'on est plutôt sur une instabilité fonctionnelle, c'est-à-dire la boucle sensitivo-motrice, neuromusculaire, ou est-ce qu'il y a les deux? Alors moi, je dirais souvent qu'il y a souvent les deux, et c'est pour ça qu'on a un travail complémentaire, parce que si on a une instabilité fonctionnelle, il y a quelque part une instabilité mécanique qui dort, et dès qu'on a une instabilité mécanique qui est installée depuis longtemps, c'est qu'il y a forcément une instabilité fonctionnelle qui la soutient. Donc, la transversalité, c'est l'élément le plus important, et la coopération, c'est l'élément le plus important, et pas le cloisonnement. Il n'y a pas les kinés d'un côté, les chirurgiens de l'autre pour la chie, c'est fondamental ça. Je reviens sur la rééducation. Vous avez mis au point un chausson connecté. Comment l'avez-vous conçu? Alors, il a été conçu il y a pratiquement une quinzaine d'années, et ce chausson se base sur la mécanique de la cheville. En gros, une cheville fonctionne avec un avant-pied qui est stable et un arrière-pied au niveau du calcanéum et l'os qui est au-dessus qui s'appelle le talus. Cet arrière-pied va devoir fonctionner sur un mode tridimensionnel. Et c'est quand il travaille en mode tridimensionnel qu'il peut solliciter les capteurs qui envoient l'information au cerveau. Donc à partir de ce chausson qui nous permettait d'avoir une cheville externalisée, en quelque sorte, on n'avait plus besoin d'aller planter des capteurs à l'intérieur de la cheville, bien tout simplement avec un gros travail qui est effectué par le laboratoire de biologie de la motricité à l'université Savoie-Mont-Blanc, bien on a pu, en apportant des capteurs et avec le développement d'un logiciel, on a pu, en prenant des informations physiques, un mouvement d'entorse, eh bien, le transmettre en des informations physiologiques, c'est-à-dire qu'on a en temps réel les paramètres de la proprioception et en temps réel la capacité de la force musculaire pour freiner le mouvement d'entorse. Vous nous disiez hors antenne même que le traditionnel, l'ancestral, j'allais presque dire plateau de rééducation, n'avait pas forcément en définitive prouvé sa capacité de rééducation, et que les essais cliniques que vous meniez, que vous aviez menés, avaient permis effectivement d'améliorer en définitive la prise en charge de la rééducation. Voilà, c'est ça. C'est que le fameux plateau de Freeman, qui a été mis en place sur les travaux de M. Freeman, il y a plus de 50 ans, eh bien, c'est avéré par 4 études internationales importantes en 2012, c'est avéré comme étant très performant pour aller solliciter les capteurs de l'articulation de la hanche et du dos, mais très très faiblement les capteurs de la cheville. Et tout ce qui a été mis en place, entre autres par une équipe composée de Français, de Québécois, ont pu montrer que pour pouvoir solliciter ces capteurs de la cheville, il fallait qu'on soit dans la situation que je vous ai expliqué tout à l'heure, c'est-à-dire un ancrage métatarsien, une stabilité et un mouvement tridimensionnel au niveau de la cheville. C'est ce qui a été développé avec le dispositif Myolux, effectivement. Alors, on vient de sortir à partir de la technique de ligamentoplastie qu'on a développée sur Grenoble depuis de nombreuses années maintenant. On vient de sortir un papier là, qui
qui est publié là, depuis 3 jours, là, sur, justement comparant les effets du Myolux par rapport à d'autres éléments d'évaluation sur la technique de ligamentoplastie. Alors justement, on voit quelques images d'une ligamentoplastie. Est-ce que vous pouvez nous expliquer ce qui se passe? Là, en fait, on est en train de retendre les ligaments du patient, et puis cette espèce de verre là qui se contorsionne quand on le tire, c'est un morceau de frondiforme, qui est une structure sur le cou du pied, et qui va venir, en plus de la réinsertion des ligaments du patient, renforcer cette réinsertion. Donc c'est une véritable ligamentoplastie de renfort, qui va donc venir en s'intégrant dans la fibula. La fibula, c'est le péroné, là, qui est le tunnel dans lequel il y a va venir s'intégrer là et renforcer donc les ligaments du patient qu'on a eux-mêmes réinsérés dès lors qu'ils sont en bon état. Il y a eu l'état de la recherche a beaucoup évolué ces dernières années sur ce. Alors ce oui, parce qu'il y a eu 2 choses. Il y a eu d'abord un consensus. Moi, j'appartiens aussi en dehors d'appartenir à la Société européenne de chirurgie du pied, l'EFAS, dont j'ai été le président jusqu'à il n'y a pas longtemps. J'appartiens aussi à l'Ankle Instability Group. Donc c'est un groupe de recherche international de recherche sur l'instabilité de cheville. Et donc on a développé aussi bien des techniques chirurgicales, y compris arthroscopiques. Donc ça aussi c'est une voie de recherche aujourd'hui. Et aussi des consensus, des bonnes pratiques, des recommandations de bonnes pratiques, à la fois dans les examens et dans les techniques chirurgicales. Et cette technique-là fait partie de ces bonnes pratiques par rapport à d'autres qui, comme le Freeman pour la rééducation, devraient être abandonnées aujourd'hui. On va regarder d'autres images que vous nous avez apportées d'une autre intervention. Alors ça, c'est encore la ligamentoplastie. Donc là, on réinsère les ligaments du patient, puisque cette technique-là est faisable si les ligaments du patient, bien qu'ayant été abîmés, sont encore exploitables. Mais ça représente aujourd'hui à peu près 90% de mes indications. Et puis quand vraiment on n'a plus de ligaments à exploiter chez le patient, à ce moment-là, on va prendre, comme on le fait pour le genou, un tendon au niveau du genou, le gracilis, pour refaire les ligaments. Mais ça représente aujourd'hui entre 5 et 10% de mon activité. Donc aujourd'hui, il y a largement la place pour utiliser le tissu local de la cheville pour refaire des ligaments de bonne qualité qu'on va ensuite confier à nos amis kinésithérapeutes. Voilà le montage final avec le... Alors bon, c'est vrai que c'est un plan très rapproché. Une intervention comme ça se fait en ambulatoire? Alors, ça peut se faire en ambulatoire, parce que même s'il y a un plâtre après, aujourd'hui, moi, je le fais en ambulatoire. Vous plâtrez après? Oui, tout à fait. Donc, les patients, ils ont une phase, parce qu'il faut cicatriser. Hein. Moi, je fais une immobilisation en 3 phases. 2 semaines de plâtre, 2 semaines de résine, où on peut marcher dessus, et puis 2 semaines avec une botte amovible, ce qui permet de démarrer une petite rééducation, de glacer, donc de démarrer toute la partie physiothérapique et autres, ce qui va faire gagner du temps à la rééducation vraie elle-même derrière. La rééducation, ça passe aussi par améliorer la cicatrice? Oui, alors la rééducation de la cheville, c'est quelque chose de très vaste. Il faut être capable de faire dégonfler l'œdème, il faut être capable de mobiliser les différentes articulations, il faut empêcher les adhérences de la cicatrice. Donc il y a tout un aspect, je remets en route la bonne mécanique de la cheville. Et puis ensuite, il faut reprogrammer cette protection neuromusculaire qu'on a évoquée tout à l'heure, qui, elle, sera la garante pour empêcher les récidives. Dans les cas extrêmes, est-ce qu'il peut vous arriver d'immobiliser la cheville de manière définitive? Alors oui, vous parlez de l'arthrodèse. Donc effectivement, là, l'arthrodèse, c'est pas un constat d'échec, mais c'est une constatation que la cheville a totalement perdu tout son cartilage, qu'elle a souvent une déformation qui est en rapport aussi avec ça, et que donc l'utilisation normale de cette cheville ne peut plus se faire. C'est donc la même discussion que pour un genou ou pour une hanche. Et aujourd'hui, on a quand même deux techniques chirurgicales pour traiter l'arthrose de cheville, soit le blocage, c'est-à-dire l'arthrodèse, soit la prothèse. Et puis, il y a également la fracture de la cheville. Oui. Alors comment on fait en cas de fracture? Alors là, en cas de fracture, c'est pareil. Soit c'est une fracture qui touche les malléoles et pas le cœur de l'appui entre l'astragale, enfin entre le talus et le tibia. C'est ce qu'on appelle les fractures bimalléolaires ou trimalléolaires. Et puis après, il y a les fractures du pilon tibial, où là, c'est des fractures encore plus graves, de très haute énergie cinétique, et là, qui vont mettre aussi en jeu plus rapidement le devenir fonctionnel. Mais là, souvent, l'étude radiographique, l'étude scanographique va nous donner l'importance des déplacements, et donc la nécessité ou pas de traiter chirurgicalement ces fractures pour être le plus reconstructif possible au millimètre près dans ces fractures, parce que c'est important. Est-ce qu'on peut poser des implants aussi dans le cas des fractures? Alors dans le cas des fractures, on va mettre des plaques, on va mettre des vis pour reconstruire les éléments, mais le problème de toutes ces fractures, ça va être quand même l'impact de ces fractures sur le cartilage, qui est souvent
souvent définitif. Donc après, selon la bonne constitution du patient, s'il n'est pas fumeur, s'il n'est pas artéritique, ça va être des éléments quand même qui vont être positifs pour lui dans sa reconstruction, alors que les fumeurs, par exemple, aujourd'hui c'est un grand sujet de débat, en plus du diabète. Ils ont les os plus fragiles ou particulièrement autour de la cheville? Non, c'est que la vascularisation de l'extrémité inférieure de la jambe est de plus en plus petite, et donc les vaisseaux sont de plus en plus sujets aux vasoconstrictions dues au tabac. Donc les tabagiques... Ils récupèrent moins bien. C'est ça. Il y a beaucoup plus de complications infectieuses, de cicatrisation, jusqu'à 10 fois dans certaines séries. Donc le tabac est aujourd'hui un ennemi dans la chirurgie du pied et de la cheville. Donc en plus, il faut aussi donner un régime alimentaire, demander d'arrêter de fumer et tout ça. Ça fait ça aussi partie de la rééducation? Non, nous on s'en occupe pas. Qu'est-ce que il y a d'autres maladies? C'est pas forcément des traumatismes. Est-ce qu'on peut parler peut-être de la maladie de Haglund? Alors la maladie de Haglund, c'est une tendinite en fait d'insertion du tendon d'Achille sur l'os du talon. Et aujourd'hui, le tendon d'Achille est très sollicité parce qu'on est dans des sociétés où on fait de plus en plus de sport et de plus en plus de sport tard. Et comme toutes les insertions tendineuses, le vieillissement fait partie de la cible. Hein. On a les mêmes pathologies au niveau de la coiffe. Hein. Et donc le tendon d'Achille, à son insertion sur le calcanéum, peut avoir une fragilité due à l'âge. Mais il y a aussi la forme de l'os du talon, la forme de l'os du calcanéum, qui va ensuite entraîner une usure progressive de ce tendon d'Achille à son insertion. C'est la fameuse maladie de Haglund, alors qui va au-delà de la maladie de Haglund, c'est-à-dire que c'est la conformation du talon. Il y a des critères de forme de l'os du talon. Moi, j'ai publié là-dessus sur une nouvelle mesure il y a 2 ans, qui montre qu'en fonction de la forme de l'os du talon, on va être amené, pour traiter cette tendinite, à modifier la forme de l'os du talon. Alors là, vous pouvez opérer et être amené à découper un petit bout d'os. C'est ça s'appelle une ostéotomie. C'est l'ostéotomie de Zadek, voilà. en l'occurrence. Donc voilà, donc c'était un triathlète qui avait donc cette ostéotomie, ce conflit postérieur, cette bosse au niveau de la partie postérieure du talon qui l'empêchait de se chausser. Donc là, vous lui coupez un bout de J'enlève un bout d'os au milieu de l'os du talon, ça va permettre de changer la forme de l'os du talon, ça va changer la pente, ça va changer les conflits avec le tendon d'Achille, et son tendon d'Achille va revivre et va pouvoir, au bout de quelques mois, reprendre des activités de triathlète. C'est-à-dire au bout de quelques mois, enfin on imagine mal quand on a le pied ouvert comme ça, qu'on va pouvoir galoper comme un lapin. 6 mois. 6 mois à peu près, ouais. Ouais. Alors ça, c'est le travail après du... Alors, voilà. Oui, c'est de la mécanique. Alors là, c'est de la mécanique parce qu'en fait, on va changer la forme d'un os, on va le découper pour le changer, c'est la définition même de l'ostéotomie. Ensuite, il va être fixé par des éléments assez rigides pour permettre une rééducation assez rapide. Et une fois que l'os est soudé, le problème est réglé, en tout cas sur le plan mécanique. Et à ce moment-là, nos amis kinésithérapeutes vont permettre à ce patient de se réintégrer dans la vie professionnelle et sportive. Quand on a été opéré de cette façon, la rééducation est différente évidemment de celle pour une entorse de la cheville. Oui, totalement. Hein. Effectivement, il y a des aspects qui sont favoriser le bon travail qui a été fait par le chirurgien. Hein. Il ne faut pas venir détruire ce qui a été fait en amont. Donc il y a toute une phase de respect du travail chirurgical et de la cicatrisation. Et ensuite, secondairement, il va falloir retrouver, parce qu'il y a souvent une longue immobilisation, il va falloir retrouver des amplitudes et une mobilité articulaire de qualité. Et ensuite, eh bien, il faudra toujours terminer par cette protection musculaire qui devra être très performante pour stabiliser la cheville dans la vie quotidienne et dans les activités physiques et sportives. Une question, Vincent? Non, alors j'enchaîne. Donc, il peut vous arriver de poser des prothèses, notamment dans le cas de l'arthrose. Rappelez-nous, l'arthrose. L'arthrose, c'est la destruction du cartilage. Hein, voilà. L'usure du cartilage. On dit, sans vous flatter, mais que la pose d'une prothèse, c'est plus complexe que la pose d'une prothèse de hanche, la pose d'une prothèse de cheville. Alors, ça serait faire injure à mes collègues. Disons que la zone de travail est quand même très réduite, puisque c'est la largeur d'une cheville, avec en plus deux éléments sur les côtés qu'on appelle les malléoles, celles qu'on se casse quand on se fait, et qu'il ne faut pas justement casser pendant qu'on met en place la prothèse, hein, parce qu'on utilise des scies, on utilise des instruments, et donc le risque quand même dans cette pose de prothèse, c'est de casser une malléole, de couper une malléole, et donc il y a toute une mise en situation qui est quand même assez... Mais on a des outils aujourd'hui à la fois de protection, on a des outils, des gabarits de coupe, hein, parce qu'on ne fait pas ça à main levée. Il y a toute une stratégie, toute une planification préopératoire et des instruments pour nous aider à faire ça. Mais c'est vrai que c'est un peu plus stressant. Voilà. Mais bon, une reprise de prothèse de hanche ou une reprise de prothèse de genou, je pense que c'est aussi très stressant pour mes collègues
de ces articulations-là. Vous êtes aussi chirurgien du pied. Est-ce Oui. que si on laisse traîner des pathologies de la cheville, on peut aussi se retrouver avec des problèmes au pied? Alors oui, on peut avoir des fractures de fatigue par malposition d'un problème de la cheville, des fractures du 5e métatarsien si on a un varus de l'arrière-pied par exemple. On peut avoir des fractures, la fracture dite de Jones, qui est une fracture de fatigue chez le sportif du 5e métatarsien parce qu'on a un pied creux, donc un problème d'arrière-pied. Et puis après, on peut avoir aussi, quand on a par exemple un hallux valgus, vous savez, c'est cette déformation, l'oignon, quand il est un petit peu douloureux, et qu'on a une entorse de cheville, eh ben, on va avoir un peu plus de problèmes sur l'hallux valgus. Et puis parce qu'on a un problème d'hallux valgus, eh ben, on va avoir tendance à mettre son pied sur le côté. Et à ce moment-là, si on a une instabilité de cheville, on va augmenter son risque d'instabilité. Donc il n'y a effectivement pas de cloisonnement entre les différentes articulations, c'est le même corps. Vous souhaitiez rajouter quelque chose? C'est complet. C'est vrai que c'est très important ce que dit Yves Tourné, c'est-à-dire qu'à partir du moment où vous venez ce qu'on appelle la bande externe, c'est-à-dire la partie où va se trouver le 5e, le tout petit doigt de pied, eh bien vous êtes déjà en situation proche de l'entorse de cheville. Quand vous avez un pied qui est bien à plat, bien statique, avec un appui sur l'ensemble de la voûte plantaire, vous êtes plutôt en situation protégée. Dès que vous venez sur l'extérieur, vous êtes au bord du précipice. Donc il faut faire très attention à cette période-là. Vous réapprenez à marcher alors aussi? Aux gens, vous leur réapprenez à marcher? Oui, il y a effectivement une reprogrammation de l'utilisation de la cheville qui a été rééduquée. Et ce que l'on dit en rééducation, on la réintègre dans une chaîne cinétique globale. C'est-à-dire que c'est l'ensemble du corps, c'est l'ensemble du membre portant, le membre inférieur, qui va s'organiser par rapport à la gestuelle. Et pour rebondir là-dessus, le pied, c'est vraiment le pied cette fois-ci, pas la cheville, est vraiment l'élément sentinelle, le dernier rempart. Quand on a par exemple une rétraction du tendon d'Achille, c'est-à-dire qu'on est raide, ce qu'on appelle, je suis raide, j'ai ma cheville qui ne bouge pas beaucoup, quelle est la première victime? C'est les têtes métatarsiennes. On va avoir des métatarsalgies. Et ce n'est pas un problème de métatarsien, c'est un problème de tendon d'Achille qui est trop court. Donc voilà un petit peu des exemples où le pied, finalement, est la victime consentante, on va dire. Oui, enfin, il n'a pas le choix, quoi. Et en même temps, j'imagine que ça a des répercussions aussi sur d'autres zones du corps. Mais bien sûr. On pense naturellement au dos. Bien sûr. Bien sûr, c'est sûr que quand les fondations ne sont pas en bon état, le toit ne peut pas bien marcher. Pour reprendre des exemples très pragmatiques. Voilà, et puis pour revenir sur la proprioception, on sait maintenant que la voûte plantaire et puis les muscles qui se trouvent entre les métatarsiens sont également remplis de capteurs qui participent à des informations. Alors on les appelle plus des informations sensorielles, alors que les capteurs de la cheville, c'est plus des informations sensitives. Mais c'est un petit peu cette redondance d'informations qui permet au cerveau de faire le tri et d'être le plus efficace possible pour protéger la cheville. Merci beaucoup. On pourra parler encore pendant des heures du pied et de la cheville. Ce sera peut-être l'objet d'une prochaine émission. Avec grand plaisir. Merci à tous les deux. Merci de nous avoir suivis. Vous pouvez retrouver ce check-up en replay sur télégrenoble.net. Et moi, je vous dis évidemment de bien vous porter jusqu'à la prochaine fois. Medialp, 20 points de vente dans la région, de vente et location de matériel de confort médical, vous a présenté Check-up. Les assurances santé et les solutions de prévoyance de la Caisse d'épargne vous ont présenté Check-up.